Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman? Mais ça va très bien, merci, et toi, comment ça va? Ça va toujours à ce merveilleux micro, d'autant plus pour un épisode où on peut enfin évoquer peut-être l'un des symboles les plus forts, l'un des symboles les plus importants qu'on puisse avoir en tant que podcast autour du cinéma fantastique. Effectivement, on va parler du festival de Gérardmer parce qu'ils ont eu l'extrême gentillesse de nous accréditer, et encore une fois, on tient à vous remercier, vous, parce que sans l'importance que vous nous donnez, on pourrait pas y aller. On peut quand même se dire 3 ans de podcast, et là en 4-5 mois, on fait 3 des festivals français les plus importants. Donc ce n'est pas rien, encore une fois, un immense merci à vous. Et de la même manière que ce qu'on avait fait pour l'Étrange Festival ou alors pour le PIF, cet épisode-là va être un épisode peut-être un peu plus court que de nature, étant donné que nous n'aurons pas vu la grande majorité des films, pour la simple et bonne raison qu'on va vous détailler la programmation du festival, quelles sont nos attentes, quelles sont nos envies, quels sont possiblement les films qu'on a déjà vus aussi, parce qu'il y a des films qu'on a déjà vus à l'étrange ou au pif qui vont repasser ici à Gérardmer. Et donc effectivement, ça va être un épisode exploration, voyage à travers le programme de ce merveilleux festival. Et je propose qu'on attaque tout de suite, parce que c'est quand même une quarantaine de films. Il me semble un peu plus, ouais. Alors, à noter également une chose, c'est que donc Gérardmer est beaucoup plus gros que l'étrange ou le pif, qu'on a déjà couvert, qu'il a donc beaucoup plus de films, et qu'il y a également une grande part accordée aux rétrospectives ou aux hommages. C'est-à-dire qu'il y a donc des films en compétition et hors compétition, et cette année, il y a donc 2 hommages, 2 rétrospectives, un hommage, et... De rétrospective, je ne sais plus exactement, je commence déjà à me perdre. On détaillera en temps et lieu. Je te passe la main sur la programmation. La confusion est logique étant donné que le programme est quand même extrêmement fourni pour Gérardmer, mais justement, on va découper ça ensemble plan par plan, axe par axe, et on va y aller en vous tenant la main, ce sera beaucoup plus simple. On va commencer par le film d'ouverture, ce qui me semble être le plus logique, qui fait partie de la hors-compétition, qui est évidemment Send Help de Sam Raimi. Dont on avait donc déjà parlé dans l'épisode juste avant, donc ce film dans lequel une responsable marketing, communication, bref, une assistante de bureau, je dis ça sans aucun mépris, se retrouve, qui se fait un petit peu martyriser par son boss, qui est joué par le merveilleusement infernal Dylan O'Brien, qui se retrouve sur une île en sa compagnie. Là, j'ai oublié de le mentionner, mais l'assistante de bureau est jouée par la merveilleuse Rachel McAdams, qui se retrouve sur une île en sa compagnie, et lui est blessé, et donc a fortiori immobilisé. Et dans la bande-annonce, en tout cas dans les premiers extraits, les rapports de force ont l'air de s'inverser. On en a déjà parlé, c'est le retour de Sam Raimi à un postulat de base plus orienté autour de l'horreur, qui peut-être lui laisse un peu plus les coups des franges pour s'amuser avec sa caméra. Pour la première fois depuis 17 ans, mine de rien. Voilà, après son escapade sur des productions et des budgets beaucoup plus importants que ce qu'il avait eu. Bref, qu'est-ce qu'on attend ce film ? On attend énormément ce film. On va passer à la compétition long métrage, si tu le veux bien. Bien sûr. Alors, on va commencer avec Nervure, donc qui s'appelle Veins en VO, de Raymond Saint-Jean. Film états-unien, mais vu le nom de famille du réal, je pense qu'il est canadien, québécois. Donc c'est un film sur une femme qui, en rentrant chez ses parents, est surprise de voir que son père est mort et enterré depuis des jours, et que sa mère est fascinée par leur nouveau voisin. Alors le film est distribué par Reason 8 Films, donc il est un distributeur français. Est-ce qu'on a hâte pour celui-là ? Bien sûr, le postulat de départ me semble assez intriguant, parce que juste avec cette carte de visite, enfin, avec ce prémisse de départ, pardon, on peut espérer plein de choses. On peut espérer quelque chose de beaucoup plus ambiance, quelque chose de presque plus fantôme, quelque chose de plus sur l'idée qui ment, qui ne ment pas, on te cache quelque chose, est-ce qu'on te cache quelque chose, est-ce que t'hallucines ? Peut-être partir sur de la secte aussi d'ailleurs. Voilà, on peut espérer beaucoup de choses, donc très curieux, et non seulement curieux, mais surtout assez intrigué par les chemins que va emprunter ce film-là. Et on part ensuite au Mexique avec le film Don't Leave the Kids Alone, No Dejes a los Niños Solos de Emilio Portes. Donc sur une mère récemment veuve qui doit laisser ses enfants seuls un soir pour trouver du travail, mais une force invisible veut séparer les jeunes enfants. Il y a un petit côté Véronica là-dedans. Exactement, j'allais faire la remarque, mais surtout film mexicain. Personnellement, je suis toujours assez client de ce cinéma-là, d'autant que l'un des films de festival qui avait eu un très très beau parcours au moment de sa sortie, à savoir Tigers Are Not Afraid, que j'aime vraiment beaucoup, réalisé par Issa Lopez, et lui est également mexicain. Évidemment, nombre de réalisateurs qu'on apprécie beaucoup, à commencer par, à tout hasard, Guillermo del Toro, viennent de là-bas, donc très curieux. Alors Tigers Are Not Afraid qui est sorti en France sous le titre de Ils reviennent, je crois. Exactement, effectivement, je ne me rappelais plus du titre français, mais très intrigué, parce que là, pour le coup, j'espère qu'on peut avoir quelque chose peut-être un peu plus autour de la flip, un peu plus autour des petits frissons. On attend de voir. Après, évidemment, ce sera amusant de comparer nos attentes et
nos théories sur, sur ce que sont ces films-là, là, à l'instant T où nous enregistrons cet épisode, et après le festival, évidemment nous ferons des retours sur chaque film au fil des jours. Vous pourrez suivre tout ça sur nos réseaux. Sachant que les films présentés, que ce soit en compétition ou hors compétition, pour les autres sections c'est plus limité, mais ces films-là sont passés généralement entre 3 et 5 fois durant la totalité du festival, donc c'est une bonne chose. Et en l'occurrence, pour la première séance du film, donc celle du 28 janvier à 19h30, Emilio Portez sera présent pour parler de son film. On enchaîne après sur deux films qu'on a pu traiter lors de l'épisode sur le PIF, puisqu'il s'agit de Redux, donc des frères McManus, et de Junk World de Takahide Ori. Donc on vous renvoie directement à notre épisode sur le PIF pour avoir nos avis sur le film, et également quels sont ces films-là. Donc Redux, très rapidement, film de voyage dans le temps, pardon. Même de multivers. De multivers, effectivement, autour de cette femme qui va à chaque fois traquer l'assassin de sa fille, tout en essayant elle-même de se reconstruire après le deuil de cette dernière. Et Junk World, suite du... Préquel. Suite slash pré... on ne savait pas, mais bref, effectivement, préquel du rouleau compresseur qui avait été Junkhead au moment de sa sortie, qui donc passe également à cette édition du Festival de Gérardmer. On enchaîne avec The Thing with Feathers de Dylan Southern, un film britannique, donc sur un père récemment veuf, dis donc, et joué par Benedict Cumberbatch, qui voit sa vie être envahie par une créature tout droit sortie de ses dessins. Le film a d'ailleurs un distributeur français qui est Originals Factory, et Dylan Southern sera présent à la séance du 29 janvier à 19h30. Qu'est-ce qu'on pense de ce pitch, de ce postulat ? Alors j'aime beaucoup, alors j'espère que le film ne sera pas trop théorique sur les idées de... parce que voilà, on a eu beaucoup de films qui parlent du deuil, et c'est évidemment un sujet ô combien important, mais j'espère que le film ne sera pas trop sur l'idée de se reposer sur son message, sur son sous-texte, plus que sur son contenu horrifique, d'autant qu'une créature qui se base sur les dessins... Alors, moi, le premier film qui me vient en tête, même si le postulat de base est légèrement différent, c'est Babadook, cette idée de jouer sur une imagerie finalement enfantine, à savoir le dessin, pour ensuite l'étirer, la twister, la pervertir, pour proposer peut-être l'un des films d'horreur les plus effrayants et réussis des années 2010, Babadook. 2010, ouais, c'est 2014. Donc je suis assez curieux de voir ça, mais d'une façon générale, je suis toujours intéressé par ce que peut faire Benedict Cumberbatch. Je trouve que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, et un des meilleurs acteurs qu'on peut voir en activité aujourd'hui, donc personnellement, évidemment, nous y serons. On enchaîne avec Cadet, donc de Adilkan Yerzanov. J'ai réussi à le dire du premier coup. Bien joué. Un film kazakh, donc sur un jeune garçon qui se fait harceler par ses camarades à l'école militaire dans laquelle sa mère vient de se faire muter pour enseigner, et il va commencer à adopter un comportement un peu inquiétant. Alors, perso, ça me hype un peu, même si le truc qui me freine là-dessus, c'est la durée du film qui dépasse les 2 heures. Je pense qu'il y a très peu de films qui dépassent les 2 heures à cette édition-là. Personnellement, tu me dis école militaire, le premier film auquel je pense c'est Chucky 3. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'avoue un peu moins curieux de celui-ci, parce que le postulat me semble légèrement plus attendu. Après, à nouveau, nous n'avons pas vu les films, et nombre de surprises peuvent se présenter à nous, mais peut-être, je sais pas, le concept me semble un peu plus codifié que les autres. Film suivant, Mother's Baby de Johanna Moder, donc un film helvético-austro-allemand, Suisse, autrichien, allemand. C'est ça. Et donc après des complications pour faire et porter et accoucher d'un enfant, une femme dans la quarantaine le retrouve enfin après qu'il lui ait été enlevé à la naissance, mais ressent une espèce de sensation bizarre, et elle se dit que peut-être ce n'est pas son enfant. Ça me fait penser à ce pitch de... ce film avec la femme qui a des bandages. In My Mother's Skin ? Non. La Piel che abito. La Piel che abito avec Antonio Banderas, si je ne dis pas de bêtises. Ça me fait penser à ça, mais inversé. Du coup, donc... ou alors, ce film dont j'avais parlé dans un format été sur les retraites en vacances, qui n'est pas The Lodge, mais qui est... Je ne sais plus, le Goodnight Mommy. Goodnight Mommy, exactement, ça me fait penser à ça. C'est australien, non ? Non, Goodnight Mommy qui est autrichien. Qui est autrichien, mais inversé, du coup, parce que dans Goodnight Mommy, c'est les enfants qui doutaient de leur mère, ici c'est l'inverse. Je prends. Là, pour le coup, ça m'intrigue, d'autant que, à nouveau, on a déjà eu quelques films qui partaient de cette idée-là de doute, mystère, est-ce que je connais cette personne ou pas, et à nouveau, je me demande, est-ce qu'il va encore rejouer la carte de « et non, ce n'était pas moi », ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être un postulat plus fantastique, plus surprenant qui se cache derrière, je suis dedans. Et on pourra demander évidemment ce qu'elle en pense à Johanna Moder, puisque ça sera à la séance du 29 janvier à 11h. Parfait. Et enfin, dernier film de cette compétition, Welcome Home Baby de Andreas Prochaska, film germano-autrichien,
donc sur une femme qui hérite de la maison de ses parents qui l'ont abandonnée quand elle était enfant, mais la quête de son passé va virer au cauchemar. Donc le film est distribué par Shadows, Oh, let's go! et Andreas Prochowska sera à la projection du 28 janvier à 11h. Et pour le coup, le film germano-autrichien, tu disais? Mm. Bah, alors, on n'a jamais parlé de l'Autriche à ce micro, tellement d'épisodes à faire, mon dieu. Mais moi, c'est un cinéma en général que j'aime plutôt bien, parce que c'est alors un de mes réalisateurs préférés, non pardon, je vais corriger, un réalisateur que je n'aime pas beaucoup mais dont j'aime bien certains films, c'est Michael Haneke, qui malgré son postulat parfois très hautain vis-à-vis de son spectateur, très ce qu'on peut appeler le cinéma du mirador, à savoir le cinéma très moralisateur, a une rigueur de mise en scène et une efficacité notamment dans l'idée de douleur au cinéma qui me parle énormément, et ici germano-autrichien, je suis, ne serait-ce que par la nationalité des films et par l'expérience que, si je dis pas de bêtises, Ulrich Seidel, que alors Peut-être. j'allais dire j'aime beaucoup, mais pareil, c'est un cinéma, faut le voir en étant heureux, quoi. Enfin, ou alors faut savoir à quoi s'attendre, faut se mouiller un peu la nuque. Ne serait-ce que par la nationalité, je suis curieux de ces films, mais du coup on peut déjà remarquer que dans les nationalités des films proposés, il y a une grande variété. On a du suisse, on a de l'autrichien, on a de l'américain avec Redux Redux, Ouais, le mexicain, Le Japon aussi. Japon, donc c'est Le Kazakhstan. Et parfait. Donc autant de pays qui, j'espère, nous amèneront autant d'histoires que nous prendrons plaisir à découvrir. Exactement, exactement. Mais du coup, qui sera là pour juger ces films? Et ben donc dans le jury long métrage, la présidente c'est Alice Taglioni, donc qu'on a vu dans Sous les jeux des filles, Réparer les vivants, la série OVNI, la doublure, Actrice française particulièrement connue. c'est ça, la série Joseph, ou même la future série Lucky Luke pour Disney+. Ah oui. Ah, donc celle avec Alban Lenoir. Exactement. Oh, très, très intrigué par ce projet. Alors, évidemment, comme toute personne de goût, j'adore Alban Lenoir. Donc je me demande où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Et ben, je me demande aussi, dans ce jury, on a aussi Alice David, donc actrice dans, entre autres Les Profs, Babysitting 1 et 2, mais que pour notre génération, c'est surtout cette fille, dans Bref, J'allais me demander si tu allais citer ça, effectivement. qu'on apprend d'ailleurs dans la saison 2 s'appelait Sarah, Voilà. parce que la saison 2 décide de la développer, enfin. On a aussi Nadège Bosson-Diagne. Alors je vais un peu développer sur cette femme parce que elle a un CV assez fourni. Elle a joué entre autres dans Socialisme de Jean-Luc Godard, mais aussi dans Rien à déclarer, dans 2 mois de Clapiche, dans Les Femmes au balcon de Noémie Merlan. Oh, film qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Fin d'année dernière, qui était vraiment pas mal. genre rentrée dernière, je crois. Et elle a aussi réalisé des courts-métrages avec des habitants des quartiers populaires de Guadeloupe. Oh, Donc ça c'est toujours cool aussi. n'est-ce pas? Elle a coécrit le livre Noir n'est pas mon métier avec beaucoup d'autres actrices noires françaises. Dont le simple titre me donne envie de le lire, je joue tout de suite ça à ma liste. Et elle a aussi créé la pièce Mon corps est une révolution, qui est un seul en scène où elle joue, chante et danse. Elle est aussi journaliste pour le journal Politis et elle prépare en ce moment un EP. Ah oui, quand on parle d'artistes multicasquettes, Là on en tire une vraie. On a aussi Nathan Ambrosioni, donc, qui est réalisateur et scénariste de Tony en famille, Les enfants vont bien, Alors, ou encore Les drapeaux de papier. si je peux me permettre, Tony en famille, incroyable film, en tout cas que moi personnellement j'avais adoré sur... tu avais pu le voir à sa sortie? Je l'ai pas vu, non. Qui était sur Camille Cotin, donc qui est mère de 4 ou 5 enfants, si je ne dis pas de famille bêtises. très nombreuse, ouais. Et qui mère seule par ailleurs, pour une raison que je vous laisserai découvrir en voyant le film, qui était donc enfin, faut pas trop développer, mais en partant de ce postulat là, ça va tracer toute une histoire sur cette famille, qui est un film que j'avais trouvé extrêmement touchant, extrêmement juste sur beaucoup de dépictions de situations, de certains rapports qui peuvent s'installer. Moi, c'est un film qui m'avait profondément touché. Je n'ai pas encore vu Les enfants vont bien, mais j'en ai entendu également beaucoup de bien. Je très très content de le voir ici. Bah, très content aussi. On a aussi Oulaya Amamra, donc, qui est évidemment l'actrice césarisée pour son rôle dans Divine, mais qui a aussi joué dans Le Monde est à toi de Romain Gavras. Ah, c'est elle? Oui. Oh! Dans L'adieu à la nuit, dans Fumer fait tousser de Dupieux, dans Toute pour une, ou même dans la série Vampire sur Netflix. Ah oui, donc quand même. CV fourni avec CV remarquable. avec du bon et du moins bon. Tu penses à Toute pour une? Je l'ai pas vu. Qui est pas, Je l'ai pas qui est vu. pas incroyable. Non, il s'est fait taper dessus pour les très mauvaises raisons, à savoir Oui. que on veut nous wokiser et tout. À nouveau, phrase qui n'a aucun sens, Oui. mais qui peut se faire taper dessus pour d'autres raisons. On a aussi le musicien Cascadeur, donc, qui est derrière les albums The Human Octopus et Ghost Surfer, et qui lui a valu d'ailleurs une victoire de la musique en 2015. Ghost Surfer, c'est vachement bien. J'ai pu l'écouter justement quand il a été annoncé. C'est vachement bien. Ok. Et derrière aussi les albums Caméra et Revenant, et on entend ces musiques d'ailleurs dans Lupin et dans Le Sens de la Fête, si vous voulez tout savoir. Ensuite, avant-dernière, Maud Weiler, donc, qui a joué dans Vertige de Abel Ferry. On vous renvoie à l'épisode sur l'étrange où on a parlé donc de Gibier de Abel Ferry.
dans La Petite de Guillaume Niclou ou dans Hors du temps d'Olivier Assayas. Ok. Et enfin, en dernier, Joséphine de Meaux, évidemment. Donc l'actrice connue surtout pour ses films chez Toledano et Nakache, notamment Nos jours heureux, Tellement proches et Intouchables. Mais aussi dans Casse Départ, dans Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Et elle a aussi réalisé le film Les Petits Flocons. Voilà, c'est tout pour le jury long métrage. On continue cette compétition avec les courts-métrages. Évidemment. Courts-métrages, donc il y a 5 courts-métrages, tous français. On a donc Ex-Sanguina de Jonas Brisé, donc sur une jeune femme qui se vlog en train d'aller sur Paris pour rencontrer son influenceuse préférée, mais ça va vite se transformer en descente aux enfers. On a vu Influencers, on sait ce qui peut se passer. Ensuite, Dans le ventre du Léviathan de Paul Tandonnet, donc sur une infirmière humaine qui soigne des cyborgs dans un sous-marin. Le pitch de départ est incroyable. Ouais. J'adore ce point de départ. C'est vraiment une de mes plus grosses attentes en court-métrage. Alors, sachant que dans le court-métrage, il y en a un dont j'imagine tu vas parler, qu'on a déjà pu voir, et qui était également un sacré morceau, mais celui-là, juste par son point de départ, m'intrigue énormément. Ouais. Donc celui qu'on a parlé, dont tu viens de parler, c'est La Dernière Neige de Rodolphe Bouquet-Populus. Qu'on avait adoré, qui était notre favori au pif, ouais. Qui était donc cette histoire de deux inconnus sur un télésiège qui se retrouvent mêlés, en période hivernale, qui se retrouvent mêlés à différents événements, dirons-nous, mais qui était vraiment notre gros coup de cœur du dernier pif. On a ensuite Gavage de Aurélien Digard, donc pour sauver sa famille de la faillite, un éleveur de canards va devoir réaliser un foie gras un peu spécial. Alors, il y a Daniel Elfman à la musique, donc cancel un peu Daniel Elfman. Ouais, cancel, n'oublions pas que Daniel Elfman, il se trimballe quelques casseroles quand même, malgré ses accomplissements fabuleux, il a quand même de sacrés casseroles derrière lui, et qu'il a bossé sur un film français de l'année dernière, enfin par un réalisateur français l'année dernière, qui lui aussi est cancel. Qui ça ? Un réalisateur qui a ok, c'est bon. Un réalisateur qui a fait un film sur une figure littéraire très connue. oui. Perso, mon pronostic sur ça, c'est le cannibalisme, c'est du foie gras humain. Ouais, j'espère, parce que j'ai bien un truc... voilà, j'essaie pas de devenir végétarien pour rien, j'ai pas envie de voir... Enfin, c'est con, mais j'ai pas envie de voir ça, en vrai. Mais si jamais c'est du cannibalisme, là je prends, allez. Et on finit par Damen de Grégoire Grasselin, donc sur deux jeunes femmes qui profitent des abords d'un lac isolé. Il fait beau et chaud. C'est le résumé fourni par Gérard May. Wow, on va aller loin. C'est ça. Sachant que c'est le plus court de la sélection, il fait 15 minutes, le plus long étant Ex-Sanguina qui en fait 27. Ok. Donc en soi, il n'y a rien de très long là-dedans. Le film a un distributeur d'ailleurs, c'est le seul avec La Dernière Neige aussi, qui est un distributeur, donc qui est Manifeste et ses réseaux production pour La Dernière Neige. Donc on pourrait possiblement les voir sur nos écrans d'ici quelques mois. D'ici quelques mois, effectivement. Sachant que les réalisateurs des courts-métrages, j'allais dire réalisateurs et réalisatrices, mais non, il n'y a que des hommes, seront présents donc à la séance du 30 janvier à 14h30. Afin de présenter leurs œuvres. Mais donc qui est le jury court-métrage ? Bien sûr. Donc le président, c'est Benjamin Rocher, donc qui est réalisateur et scénariste connu pour, entre autres, La Horde. Film de zombies français qui est sorti dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Vers 2006. Je me demande s'il avait pas le label French Fryer aussi, parce que c'était le moment où ils en produisaient plein. Film de zombies français qui était pas si mauvais dans mes souvenirs, moi j'avais plutôt bien aimé. Que j'ai pas encore vu, mais il a bossé sur un autre film français, puisqu'il a réalisé la première mi-temps de Call of the Dead. Que je n'ai pas vu, mais je sais que toi tu aimes bien. J'aime vraiment bien Call of the Dead. Faudrait que je le revoie. Et qui avait Alban Lenoir d'ailleurs. Avec Alban Lenoir, avec Ahmed Silla, avec... Ahmed Silla dans un film de zombies, il faut conceptualiser. Oui. Et qui est aussi derrière les deux anti-gangs avec Alban Lenoir, et justement c'est lui qui sera réalisateur de la future série Lucky Luke pour Disney+. Et Anti-Gang, dont le premier était avec Jean Reno, qui était vraiment plutôt sympa. Alors je l'avais vu à sa sortie, donc ça commence vraiment à remonter, mais j'en ai un souvenir pas honteux. Et le deuxième qui est sur Disney+, que je n'ai pas vu, mais qui est sans Jean Reno cette fois-ci, si je ne me trompe pas, et qui est avec Alban Lenoir donc dans le rôle principal, puisqu'il est sorti dans la veine des merveilleux Balles perdues, qui ont remis Alban Lenoir comme notre action star française du moment. Et d'ailleurs, vous voyez Les Orphelins, parce que c'est... Oui, qui a complètement bidé au moment de sa sortie en salle. Il a bidé, alors c'est complètement con, mais c'est trop cool. En général, l'écurie Balles perdues, parce qu'il y avait Les Orphelins, il y avait aussi le film de course, qui s'appelait Rapide, qui était sorti cette année. Il y a Aka, effectivement, de Morgane Dalibert, si je ne dis pas de bêtises, qui était vraiment, vraiment chouette, avec notamment un point de vue sur l'action assez original, sans trop en dire, mais qui... franchement, j'aime bien voir ce que Guillaume Pierret et l'écurie Balles perdues ont pu infuser dans le cinéma, en tout cas, infuser d'envie dans le cinéma d'action français. On enchaîne avec Ava Matei, j'imagine que c'est comme ça, donc qui est une drag queen suisse, connue sous le nom de scène de Moon,
et elle mélange dans ses shows drague, art visuel et activisme queer. Que du bon. Voilà. Ensuite, on a Jean-Baptiste Durand, réalisateur et co-scénariste de Chien de la Casse. J'allais dire, je connais ce nom. Et qui a joué dans le dernier film de Alain Guiraudy, à savoir Miséricorde. Donc Chien de la Casse, qui était ce film avec Raphaël Quenard. Raphaël sorti Quenard, il y a 2-3 ans. Si ouais, avec Galatea Belougui aussi. Je sais qu'il avait alors je ne l'ai pas vu encore, mais il avait très bonne presse au moment de sa sortie. C'était un des films qui a participé à révéler cet étrange Huluberlu qui est Raphaël Quenard. Oui. Ensuite, Hakim Atoui, donc qui est le réalisateur de documentaires, de court-métrage, dont Les Liens du Sang, qui a eu le Grand Prix court à Gérardmer en 2025. Tout se recoupe, et il prépare en ce moment 2 projets, dont une comédie sur le don de sperme et un Rape and Revenge queer. Je sais pas lequel des deux me hype le plus, mais je peux pas dire que j'ai pas envie de les voir. Oui. Mais après, sur les Rape and Revenge, bon, ça... Bah, le fait que ce soit un Rape and Revenge vendu comme queer promet déjà un regard autrement plus intéressant que juste et déjà autre, tout simplement. Voilà, tout simplement autre que ce genre moribond sur... Qui a besoin d'autres regards pour ne pas devenir mortifère. Ouais. Et on finit avec Simone Ringer, qui est donc la chanteuse qui est donc la chanteuse du groupe de rock Minuit, dont le frère Raoul Chichin d'ailleurs est guitariste aux côtés de Joseph Delmas. Et si ces noms vous disent quelque chose. Et de Clem Aubert à la basse. Et elle est la fille donc de Catherine Ringer et de Fred Chichin, les 2 membres des Rita Mitsuko. Ouais, et Minuit, je peux vous conseiller leur très bon album Vertigo, qui était vraiment chouette. Et ils avaient sorti une cover, alors uniquement sur Deezer, mais de Dr Beat, qui est incroyable. La cover est trop... C'était en 2017-2018 dans ces eaux-là. Okay. C'était vraiment bien. Et effectivement, donc fille de Catherine Ringer et de Rita Mitsuko, voilà, Ding Dong Dong. On va pas tous les... Marcia Bella, enfin bref, on va pas tous les faire. Groupe de rock culte de la scène qu'on pourrait qualifier d'alternative française. On passe au hors compétition. Let's go. Ça s'enchaîne bien, je suis content. Ça s'enchaîne bien, on déboule. Là, c'était le moment où il fallait mitrailler sur les noms. Maintenant, on attaque le hors compétition. Sachant que les 3 premiers dont je vais parler ont une sortie en salle française prévue. Bah, parfait, vous pourrez rattraper ça. Et on vous en parle évidemment dans l'épisode qui est sorti juste avant. Le premier, c'est donc Planète ou Dandelion's Odyssey de Momoko Seto, donc un film français, où on va suivre 4 graines de pissenlit qui se retrouvent à dériver dans le cosmos après que la Terre ait été détruite dans une explosion nucléaire. Donc voilà, comme Roman vous l'a dit, on vous en a parlé dans l'épisode juste avant, on l'attend parce que ne serait-ce que par l'idée de départ, ça promet, a fortiori, en tout cas une pastille visuelle particulièrement charmante. Ouais. Et je trouve, à nouveau je me répète, mais je trouve l'idée d'une certaine... Je trouve que l'idée a une certaine poésie en elle qui me donne sacrément envie de le voir. On enchaîne avec Cold Storage de Johnny Campbell, donc film états-unien, on vous en a parlé du coup sur le dernier épisode, avec Joe Keery, avec tout un casting, il y a aussi Liam Neeson, Saucy Bacon, écrit par David Koepp. Ouais, David Koepp, l'homme capable de tout et de rien. C'est ça. Donc on suit un petit groupe qui essaye de survivre à un micro-organisme mutant hautement contagieux. Mm-hmm. Pourquoi pas. Et donc lui il sort en salle française en février. Peut-être un film de bestiole. Peut-être. Et enfin Dolly de Rod Blackhurst. On vous en a parlé dans l'épisode sur le PIF, qui est distribué d'ailleurs par ESC, ESC Distribution, donc qui par le passé avait distribué The Sadness, Project Wolf Hunting ou Les Chambres Rouges, sorti il y a 1 ou 2 ans. Ouais. L'Odyssée de Céleste, donc Space Cadet de Kid Koala, donc sur une jeune fille qui voit son rêve se réaliser, à savoir devenir astronaute, mais lorsqu'elle part, son meilleur ami robot se retrouve seul. Alors le film a normalement une sortie française puisqu'il a un distributeur, à savoir Backfilm. Mm-hmm. Et donc c'est un film d'animation, ça a l'air assez sympa, assez mignon. Je trouve l'idée d'une tendresse vraiment infinie, donc pareillement, il y a un monde où celui-ci ça peut être chialade. Et le coup du meilleur ami robot, c'est pas sans me rappeler Arco, qui était sorti... sorti là il y a quelques mois à peine. Ouais, c'est ça, et c'est super Arco... Qui était passé à CGS, j'en suis à peu près sûr. Qui était passé à Annecy. Et qui était passé à Annecy, surtout, ouais. On enchaîne avec Silence de Eduardo Casanova. Donc, pareil ceci, donc film de vampire gothico-barocco chelou, dont je vous avais parlé dans l'épisode sur le PIF puisque je l'ai vu, mais peut-être que tu pourras le rattraper, c'est un film qui dure par ailleurs moins d'1 heure. C'est ça, et j'avoue qu'il me hype pas mal, et Eduardo Casanova sera à la projection du 29 janvier à 22h. Peut-être que tu pourras te refaire une idée sur le personnage après avoir vu La Pietà. Peut-être. On va enchaîner sur ce qu'on a déjà vu, à savoir I Live Here Now de Julie Pacino.
dont on vous avait parlé dans l'épisode sur l'étrange. Sur l'étrange, donc, qui ne nous avait pas pleinement convaincus. Non, il y avait aucun de nous deux qui était ressorti Qui était conquis du ressorti film. conquis du film, ouais, qui repasse à cette édition de Gérardmer. Et Julie Pacino sera d'ailleurs là pour la séance du 28 janvier à 22h. On enchaîne avec une de mes grosses attentes, The Weed Eaters de Callum Delvin, donc film néo-zélandais. Donc pays d'origine de Deathgasm, important de le signaler. Euh, Le point de départ est... Et un stoner movie. Ouais, fabuleux, Donc, le point de départ est fabuleux. Lors d'une soirée du Nouvel An un peu loin de tout, 4 junkies découvrent une variété de bœufs qui donne faim de chair humaine. Oui, que devons-nous ajouter sur ce postulat? C'est trop bien. Sans rien, je pense que c'est une de mes plus grosses attentes. Moi aussi. Et on enchaîne sur deux de mes grosses attentes aussi. Crazy Old Lady, qui était passé au pif, mais qu'on avait raté tous les deux malheureusement. On avait raté pour question d'horaire, donc film sur une vieille femme dont à qui la mémoire fait défaut. C'est ça. Et film qui est d'ailleurs produit par Juan Antonio Bayona. Exactement. Et qui sortira sûrement en France dans l'année, puisqu'il est distribué par Studio Canal. Oh, Rien que ça. Chouette. Et donc c'est un film argentino-espagnol, réalisé donc par Martin Meuregui. Et en plus, il est très court. Ah non, my bad, je m'étais trompé de ligne. Mais 1h30, c'est quand même très court aussi. Et enfin, dernier film du hors compétition, Alter Ego de Nicolas Charnay et Bruno Lavenne. Aussi connu sous le nom de Nicolas et Bruno, évidemment, le duo derrière les cultissimes messages à caractère informatif, évidemment. Film dans lequel on retrouve Laurent Lafitte de la Comédie Française et Blanche Gardin, ainsi que Olga Kurilenko. Et donc, c'est un film sur un homme qui va découvrir un mec qui emménage à côté de chez lui, son nouveau voisin, sauf que ce voisin est le même que lui, mais en parfait en tout, preuve en est, il a des cheveux. C'est la seule différence physique entre les deux, c'est que l'un est chauve et l'autre non, et donc on aura deux Laurent Lafitte pour le prix d'un, mais on aura surtout une Olga Kurilenko, merveilleuse transition, puisque ce film est présenté dans le cadre d'un hommage à la carrière de Kurilenko, hommage dans lequel on retrouvera donc Centurion de Neil Marshall, Dans la brume de Daniel Ruby, donc film français d'ailleurs qui était sorti en 2018 où on suit une famille qui va essayer de survivre à une brume qui recouvre Paris et qui tue tous ceux qui la respirent. Pour ce qui est de Centurion, par ailleurs, si vous ne voyez pas ce que c'est, alors rapidement on peut peut-être parler de Neil Marshall puisqu'il sera là également. Exactement. Alors Neil Marshall, c'est un réalisateur anglais qui a immensément compté dans ma cinéphilie fantastique puisqu'il a réalisé ce qui est, je pense, le chef-d'œuvre absolu, The Descent. Donc voilà, Neil Marshall, il a commencé sa carrière avec Dog Soldiers, film de loup-garou sorti en 2002 dans ses OA, si je ne me trompe pas, qui était un film de loup-garou. Bah, on l'a souvent évoqué à ce micro, on l'a jamais chroniqué, mais on en a souvent parlé à droite à gauche. Mais... Un épisode de loup-garou peut-être ? Ah, si seulement on avait assez de bons films. Mais un film de loup-garou exceptionnel, particulièrement bourrin, qui est une constante dans sa carrière, qui était autour donc d'une équipe de soldats, de militaires qui se retrouvent piégés par des loups-garous tout simplement et qui se font acculer et qui vont chercher à se défendre. C'est un excellent film. Par la suite, Neil Marshall, il aura réalisé plusieurs films plus ou moins réussis, mais qui, je trouve, sont toujours particulièrement attachants. Donc, comme on l'a dit, son deuxième film, c'est juste le chef-d'œuvre qu'est The Descent, qui repasse d'ailleurs à Gérardmer. On en parlera plus tard. The Descent, qui est tout simplement ce film où des jeunes femmes vont faire de la spéléologie, si je ne me dis pas de bêtises. À chaque fois, dans une grotte non cartographiée, sans le dire à personne. Et qui vont se retrouver aux prises avec des bestioles. Oui. Et c'est un film qui est merveilleux, c'est un film dont je trouve la musique composée par David Julian à tomber par terre, la mise en scène est d'une rigueur absolument fantastique, c'est impossible de deviner que le film a été tourné. Surtout la fin du montage original. Voilà, c'est deux fins, mais c'est impossible de savoir que le film a été tourné en studio, tellement la mise en scène est saisissante, le montage aussi, l'écriture du film très mésestimée, notamment autour du personnage, notamment autour de l'acte d'adultère, autour de ce qui fait du personnage de la maîtresse, on vous en parlera peut-être au cours d'une pastille pendant le festival. Bref, je considère ce film comme, et je pèse mes mots, un film d'horreur important de la décennie 2000. Il aura ensuite après ça réalisé Doomsday, film plus imparfait, mais ça se veut les guerriers de l'an 2000, mais ça se perd un peu en chemin, mais ça reste très très amusant à regarder, même s'il faut très sérieusement arrêter de réfléchir, passer la minute 2. Après ça, il y aura eu Centurion, donc le péplum avec Michael Fassbender, d'ailleurs, okay. qui est pas réussi surtout, mais que je trouve être un bon péplum bis. C'est la version dégénérée d'un enfant de Gladiator. Et le problème, c'est que juste après, il se sera un petit peu perdu. Alors, il aura réalisé des excellents épisodes de Game of Thrones. On avait déjà parlé de lui dans l'épisode sur Tales of Halloween. Oui. Où il réalisait l'un des segments. Mais après ça, il aura fait donc, le remake de Hellboy en 2019, qui était quand même très très compliqué avec Mila Jovovich. Il aura réalisé Sorcière avec sa femme, donc Charlotte Kirk. Aucun lien.
Il aura réalisé The Lair, qui se veut être un retour à The Descent, mais qui malheureusement ne fonctionne pas très bien, pour ainsi dire. Et dernièrement, il a réalisé Duchesse, également avec Charlotte Kirk. Donc là, c'est la trilogie Charlotte Kirk qui est pas très très réussie. Et il prépare, alors je crois qu'il est sorti au moment où je dis ça, mais je ne l'ai pas vu. Donc peut-être je prépare / a déjà réalisé un film qui, je pense, est vendu comme un thriller érotique. Mais voilà, bref, Neil, on t'adore. Et a priori, il a annoncé que suite à Dog Soldiers, il n'y aurait pas, mais Werewolves in London, il y aurait. Bref, Neil, s'il te plaît, reviens-nous. Et enfin, pour conclure l'hommage à Kurilenko, on a The Room de Christian Volkmann, donc un film franco-belgo-luxembourgeois, donc sur un couple qui achète une maison et qui découvre une pièce qui leur accorde des vœux illimités. Sauf que ce que Kate veut, c'est un enfant. Mystère, suspense. Mystère. Sachant que, je l'ai pas dit, mais pour Alter Ego, Nicolas et Bruno seront présents pour la séance du 30 janvier à 22h. The Room, aucun lien aussi avec... Avec Tommy Wiseau. Cancel lui aussi d'ailleurs. Oh oui, effectivement. On passe à la rétrospective, et alors parlons de Bas les masques. Donc ils ont donné une rétrospective sur justement les films avec des personnages masqués. Je vais vous les dire par ordre de sortie des films. On ouvre donc ça avec L'Homme Invisible de James Whale, évidemment, donc James Whale, immense réalisateur, notamment connu pour ses Universal Monsters, donc à savoir celui-là, mais aussi Frankenstein et La Fiancée, qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Globalement, James Whale peut-être l'un des réalisateurs du cinéma fantastique les plus importants qui ait jamais existé, et L'Homme Invisible, un de ses meilleurs films. Chef-d'œuvre absolu, c'est un film que j'ai découvert sur le tard et j'avais un peu peur de me dire est-ce que ça a vieilli ou pas. Ça n'a pas vieilli. C'est absolument magnifique, c'est d'une sensibilité, en même temps d'une rigueur de mise en scène absolument remarquable. C'est un film dantesque. Et en plus, James Whale, je crois, un peu icône queer pour les fans de cinéma de genre. Oui. Donc évidemment, L'Homme Invisible, on vous le conseille, mais niveau classique, il y a encore du lourd qui arrive. Le Masque du démon, La Mascheria del Demonio de Mario Bava, film italien de 1960. Comment se prétendre fan de cinéma fantastique quand tu refuses un Mario Bava ? Exactement. Voilà, film culte qui est considéré comme le fondateur du giallo. Rien que ça. Ouais, et Mario Bava, un nouveau réalisateur dont on n'a jamais parlé tellement d'épisodes, mais qui est réalisateur italien cultissime s'il en est, qui a réalisé peut-être deux, je pense, des plus grands films italiens de tous les temps, à savoir La Baie Sanglante et Six femmes pour l'assassin, qui sont deux films absolument exceptionnels, notamment La Baie Sanglante, qui, si Le Masque du démon avait créé le giallo, La Baie Sanglante, pour le coup, c'est pas peut-être mais a participé drastiquement à poser les mythes, enfin à poser les fondations, pardon, de ce que va devenir le slasher. Bref, réalisateur ô combien important. On enchaîne avec Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Pour moi, le film fondateur de ma croyance dure comme le fer, qui est que Brian De Palma a pendant un temps été le meilleur réalisateur du monde. C'est réinterprétation du mythe du fantôme de l'opéra sur des musiques absolument exceptionnelles, avec des acteurs exceptionnels, une mise en scène exceptionnelle, un montage exceptionnel. Qu'est-ce qui dans ce film n'est pas incroyable ? J'avais vu passer ça, c'est un ami qui me l'a comparé. C'est le thriller du cinéma fantastique, c'est le deux frères du cinéma fantastique. Si on devait comparer ça à un album, ça fait partie de ces albums absolument exceptionnels où de A à Z, il n'y a pas une seule chose à jeter. C'est un film qui est, je déteste ce terme, mais un film important, un film fondateur, un film mythique, un film légendaire, pourrait-on dire. Je pense quand même que le film avec Romain Duris et Deva Cassel sera meilleur. Non, je pense que le Dario Argento sera meilleur. Cesse de Derka, passons au suivant. Ouvre les yeux, abre los ojos d'Alejandro Amenábar. On vous renvoie évidemment à l'épisode d'Espagne, où Corentin avait pu nous éclabousser de son amour pour le film. Qui est juste l'un de mes films préférés de tous les temps. Qui est, je pense à être ma chialade du festival, mais c'est un film que je peux pas avoir la fin sans pleurer. Voilà, peut-être j'espère. On va faire des petites capsules pendant le festival pour vous parler de nos rapports autour de différents films, autour de différentes choses, et je pense en faire une sur ce film qui est un film fondateur, et pour le coup j'emploie ces mots avec parcimonie, non seulement de ma cinéphilie, mais également de qui je suis aujourd'hui. C'est un film que j'aime de toute mon âme, c'est un film que je vénère, pour ainsi dire, et avoir l'occasion de le découvrir en salle, de le redécouvrir en salle, va être, je pense, un moment important, pour moi, humainement parlant.
Donc un nouveau, un immense merci à Jérémy d'avoir bon goût et de le programmer dans cette rétrospective. Restons sur du bon goût, le voyage de Shihiro Sen no Shihiro no Kamikakuchi de Hayao Miyazaki. Le but, c'est que je sorte du festival en n'ayant plus une seule glande lacrymale active. Non, ça c'est... Bah, est-ce qu'on a besoin de présenter Chihiro, à part que c'est peut-être... Avec Mononoke et Totoro, enfin, il y a trop de... Mais c'est peut-être l'un des films les plus importants de son réalisateur, et qui a eu la Palme d'Or ou l'Oscar. Il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation, ça c'est sûr. Mais parce que Disney le distribuait, donc voilà, mais c'est exceptionnel, c'est fabuleux. La musique de Chihiro est à tomber par terre. Oui. La scène de fin, quand le... Enfin bref, on va pas spoiler tout de suite, parce que si vous ne l'avez pas vu, courez, vous ne savez pas la chance que vous avez de pouvoir le découvrir. Oui, une scène qui implique un prénom. Voilà, que j'ai eu en plus la chance de découvrir en salle, sur le tard, mais de découvrir en salle. Et c'est... On dit souvent cet adage de ah là là, mais j'ai trop de classiques à découvrir, j'ai peur d'être déçu, etc. Vous ne serez pas déçu. Vous ne serez pas déçu par le voyage de Chihiro, parce que tout ce qu'on vous dit sur ce film, c'est dedans, et plus encore, c'est... Enfin, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur Hayao Miyazaki, et en même temps... Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de dire sur lui ? Voilà, on dit souvent réalisateur important, bah encore une fois, là voilà, le fait... On parle d'un festival quand même qui va programmer du De Palma, du Amenabar et du Miyazaki, je sais pas ce qu'il faut de plus, On enchaîne, Donnie Darko, Director's Cut. Ouais, Director's Cut. De Richard Kelly, donc classique encore une fois. Tu as vu la Director's Cut ? Je sais pas. Je suis un peu moins fan de celle-ci personnellement. Alors évidemment, Donnie Darko fait partie de mes films préférés, fait partie de mes films de cœur, encore une fois, film fondateur de... Alors là pour le coup, j'ai des films que j'ai découvert très jeune et qui m'a vraiment... Je me suis dit, waouh, il y a des gens comme moi. Non mais tout blague mise à part, c'est un film qui m'a profondément bouleversé. J'adore la musique, j'adore la mise en scène, j'adore l'écriture, j'adore Jake Gyllenhaal dans le film, j'adore tout dans ce film, mais je trouve la Director's Cut un chouïa moins bien, parce que je trouve que la Director's Cut explique un peu trop de choses. Si vous n'avez pas vu Donnie Darko, c'est un film assez nébuleux sur ce qu'il raconte, sur ce qu'il déploie comme thématique, comme narration, et personnellement j'aime l'idée qu'il n'explique pas trop de choses, le fait qu'il laisse beaucoup de choses en suspens, parce que ça permet aussi à chacun d'interpréter et de recevoir le film à sa façon. Je trouve que le fait de trop expliquer retire peut-être un tout petit peu de magie au film, et c'est une des très très rares Director's Cut que je trouve moins bien que l'original. Ça me rappelle même si le film reste exceptionnel, hein, soyons clairs. Ça me rappelle ce que disait Kubrick sur le montage européen de Shining. Tu peux peut-être rappeler quelle est la spécificité de ce montage. C'est ça, donc le montage original états-unien de Shining faisait 2h25 à peu près, et le montage européen fait 2 heures, parce que... quelque chose. Parce que Kubrick avait retiré en fait beaucoup de scènes explicatives, et il estimait que le public européen, contrairement au public états-unien, avait besoin de beaucoup moins de scènes d'explication, parce qu'on était moins cons. C'est CF, les déclarations récentes de Matt Damon sur Netflix. Le modèle de production Netflix, on vous laisse aller les voir, on va pas drifter là-dessus, c'est sordide. Ouais. Mais effectivement, bref, donc pour finir sur Donnie Darko, à nouveau, j'imagine que tu fais partie de ceux qui aiment beaucoup le film également. Oui, alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je l'avais découvert un peu dans un mouchoir de poche avec l'effet papillon. Oula des films qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup. C'est ça, c'est pour ça que j'avais un peu les deux dans le même sac. Les deux se ressemblent beaucoup, et pareil, genre pour le coup, à contrario, excusez-moi, je trouve la Director's Cut de l'effet papillon infiniment meilleure, notamment pour sa fin qui est d'une cruauté absolument sans limite, mais et Donnie Darko qui est pareil, là pour le coup n'ayons pas peur de le dire, film important également du cinéma fantastique des années 2000, puisque au-delà d'avoir traumatisé nombre d'adolescents, au même titre que Scott Pilgrim, mais pour d'autres raisons, a je pense permis d'installer Richard Kelly comme un auteur important de cette décennie, statut qu'il a confirmé, puis déconfirmé tout de suite après, puis on attend toujours. Et Donnie Darko qui a eu une suite catastrophique. Par contre là, il faut vraiment pas la voir. Autant Donnie Darko, on vous conjure d'aller le voir, autant la suite, n'allez vraiment pas la voir. C'est horrible. On enchaîne sur la preuve de l'éclectisme de cette sélection balai masque, puisque après avoir parlé de Mario Bava, de Palma ou de Amenabar, on va parler de Zack Snyder avec son Watchmen, Les Gardiens, version cinéma. C'est là le moment où je mets l'armure, les casques et les gants. C'est la version ciné, donc à toi de voir ce que tu fais pour cette version-là. Voilà, alors, donc, Watchmen les Gardiens qui a 3 ou 4 versions, si je ne dis pas de bêtises, la plus longue faisant plus de 3 heures, oui. Avec notamment une partie en animation, les contes de la nuit noire, etc. Alors, je fais partie, voilà, podcast de gauche, mais je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Zack Snyder. J'adore 300, j'adore Sucker Punch en version longue, s'il vous plaît. J'adore Watchmen en version ultra longue, s'il vous plaît. J'aime énormément sa Justice League. Voilà, personne n'est parfait. Man of Steel. Je trouve sincèrement que Man of Steel est un des meilleurs films de super-héros qui ait jamais été fait, en tout cas dans les années 2010. Voilà, je fais partie... Alors, même si ces derniers films ne sont pas bien.
Mais je T'as pas déteste... Rebel Moon? Je déteste pas Rebel Moon, c'est dire. Je trouve que dans Rebel Moon, il y a quelques plans cool quand même. J'ai vu que le 1 en version classique. Moi j'ai vu en plus j'ai vu les director's cut et alors pour le coup on dit souvent à Zack Snyder qu'il est edgy pour rien, là ouais, là vrai. Par exemple les versions longues c'est juste pareil avec du cul et du gore en plus, pour faire simple. Mais Watchmen qui est peut-être son meilleur film avec Sucker Punch je trouve, mais qui est peut-être son meilleur film qui je trouve a une sensibilité absolument exceptionnelle, qui arrive à retranscrire le comics d'Alan Moore et de Dave Gibson avec je trouve une justesse, une sensibilité et en même temps une audace assez inattendue. Je trouve par ailleurs qu'il le fait bien mieux que la série HBO, mais si la série n'est pas nulle du tout. Et si ça peut vous donner envie de le voir, il y a une vidéo sur YouTube qui est un hommage à Watchmen. Vous tapez Watchmen cinématographie ou Watchmen tribute, allez-y, c'est sur Alléluia de Leonard Cohen. Oui, évidemment, Zack Snyder est quelqu'un de subtil, ou pas, mais très sincèrement, malgré l'absence de subtilité du réalisateur, malgré le côté parfois très balourd de sa démarche, moi c'est un film qui me fascine, c'est un film qui me touche énormément, et c'est peut-être même, et je le dis comme d'autres films de Snyder d'ailleurs le font, qui arrivent même à m'arracher quelques larmes à plusieurs moments. Tu l'as vu toi, Watchmen ? Oui, alors j'ai vu que la version... Que penses-tu de Watchmen ? J'ai vu que la version ultra longue. Alors, je l'ai vu pendant le confinement quand je manquillais des films par paquet de 16. Et sachant que la version ultra longue, elle est pas forcément... Alors, je l'adore, mais elle est pas forcément très digeste, surtout, précisons aussi. Oui, après, je trouve ça quand même, pour le coup, visuellement, toujours magnifique. Ah, je trouve ça d'une... Pour moi, avec 300, c'est son plus beau film. On oublie que 300 est absolument sublime, hein. Il y a vraiment des plans incroyables. Mais oui, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je l'ai plus trop en tête, faudrait que je le revoie, Ouais, pour le coup. Peut-être à Gérardmer. Peut-être à Gérardmer. Mais pour le coup, j'avais trouvé ça assez intéressant et pour le coup visuellement magnifique encore une fois et avec une DA très marquée, très typé Snyder en même temps. Et avec également un casting au film que je trouve vraiment dingue, casting du film que je trouve vraiment dingue parce que celui qui joue Rorschach, c'est Jackie Earle voilà, qui a joué le Freddy dans l'horrible remake des années 2010. Mais qui a pas mal joué Freddy. Mais qui a pas mal joué Freddy, effectivement, le problème ne vient pas de lui, mais qui ici trouve peut-être son meilleur rôle, et surtout, acteur, alors je sais plus comment s'appelle celui qui joue Ozymandias, mais il est très bon aussi, mais surtout, l'un de mes acteurs préférés, c'est pas un monstre de charisme, mais c'est quelqu'un dont juste j'aime la présence à l'écran, à savoir Patrick Wilson, qui joue Owlman, si je ne dis pas de bêtises, à chaque fois je... C'est ça, ouais. Et c'est Matthew Good qui joue Ozymandias. Matthew Good, merci, donc qui a joué Doctor Who, quelques années plus tard, il me semble. Il a pas été le docteur, mais il a... Qui a joué dans Doctor Who, il me semble. Bref, et donc Patrick Wilson qui est cet acteur. Après, si t'es un acteur anglais que t'as pas joué dans Doctor Who, c'est un peu comme si t'as pas de Rolex à 50 ans, quoi. Bref, j'adore ce casting, j'aime énormément ce film, et voilà. Venez me chercher, on a fait nos takes de gauche plusieurs fois, laissez-moi aimer Zack Snyder un peu aussi. Et je dis, si un jour on fait un film super-héros, un jour peut-être, d'autant plus qu'il y a un autre film de super-héros dans la sélection, qui va passer à Germain, dont on pourra parler, soyez assurés que Watchmen sera dans ma sélection, parce que c'est un film que j'aime énormément. Et on finit cette rétrospective bas les masques avec, là c'est mon cheval de bataille cette fois-ci. C'est le tien Halloween de David Gordon Green. Donc, tu fais partie de ceux qui aiment beaucoup, voire énormément, la dernière trilogie de David Gordon Green. Exactement. T'as aimé son Exorciste ? Bien sûr que non. D'ailleurs, on voit du coup à l'épisode bilan 2023 où on tire un boulet rouge sur l'Exorciste de Dévotion. Et je crois qu'il était avant-dernier. Parce que le tout dernier c'était The Flash, je suis sûr. Mais il devait être dans notre bottom 10. Ou bottom 3 même. Ouais, bref. Que penses-tu du premier Halloween de David Gordon Green, donc produit par Blumhouse, retour de Jamie Lee Curtis, comme dans ce film qui promettait d'être la suite au premier, qui était d'ailleurs composé par Carpenter aussi, qui avait l'adoubement du maître. C'est ça, composé, coécrit par Carpenter, il me semble, coécrit aussi par David Gordon Green et Danny McBride. Oh. Ouais, qui est derrière la trilogie. Et pour le coup, j'avais vraiment adoré ce film. Je l'avais découvert en salle à sa sortie, donc quand j'avais 17 ans. Et j'étais déjà fan d'Halloween à ce moment-là, je les avais déjà tous vus. Et c'était... au-delà de sentir que le film était une déclaration d'amour déjà au film de Carpenter, alors j'étais peut-être tombé à pieds joints dans le fanservice, ce qui est fort possible aussi. Tu l'as revu depuis ou pas ? Plusieurs fois, oui. Bah, je trouve pas qu'il y en ait... Alors, il y en a... En fait, quand il y en a, il est très balourd. Mais je trouve pas qu'il y en ait tant que ça, en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense aussi que le fait qu'il y en ait m'ait fait sauter à pieds joints dedans à l'époque. Oui, bien sûr. J'avais 17 ans, écoutez. Mais je trouve que déjà, en termes de slasher, c'est très solide. Même si, à ce niveau-là, Kills lui met une tempête. Kills est de loin le film le... Alors, je vais dire de loin le film le plus con. Ends est quand même vraiment solide sur les appuis aussi. Oui. Mais Kills est médicalement stupide. En tout cas, politiquement très bête. Ça, c'est sûr et certain. Mais effectivement, en termes de qualité des meurtres,
Kills est, je pense, l'un des slashers des années 2010 les plus 2020. mésestimés. 2020, pardon, effectivement, parce qu'il avait été décalé. Les plus mésestimés, avec notamment... moi, j'ai un petit kink sur les meurtres par accident, c'est pour ça que mon meurtre préféré, La voiture. jamais vu sur un écran... non, c'est un meurtre préféré all time, c'est le meurtre par accident à la tronçonneuse dans l'Armée des Morts de Zack Snyder, dont on parlait, autre film que j'aime énormément. Mais effectivement, le meurtre par balle, par accident, suite à une porte de voiture dans Kills, il est pas loin derrière. Et oui, bref. Donc, film qui fait table rase de toutes les suites de la saga Halloween. Y compris le 2 de Rick Rosenthal. C'est ça, le 2 qui était quand même la base pour les 4, 5, 6 et pour les 7 et 8. Donc ça wipe tout ça, y compris du coup le fait que Laurie est la sœur de Michael. Là maintenant ils n'ont plus rien à voir, comme dans le Carpenter. Enfin. Carpenter a lui-même déclaré que je devais être bourré le soir où j'ai trouvé ça. Il a pas réalisé Halloween 2 mais il l'a écrit. Average Carpenter. Oui. Pour le coup, soyons honnêtes, malgré l'amour qu'on peut porter à la saga, c'est l'une des pires idées jamais trouvées parce que ça n'amène à rien à part des trucs à la con. Oui. Vraiment. Genre notamment le lien mental entre Michael et sa nièce. Ouais, non, mais Vendredi 13 et Halloween l'ont dit, et même Freddy l'a fait un peu aussi. Les liens mentaux avec les tueurs, faut arrêter. C'est ça, c'est jamais une bonne idée. C'est ça, Freddy, il y a ce côté où il peut être tué que par sa fille dans le 6. Ouais, c'est ça. T'as ça dans Vendredi 13-9 aussi, où Jason ne peut être tué que par Qui est un Voorhees. Qui est l'un des pires. Ouais. Bref. Mais du coup, si on revient à Halloween 2018, qui était quand même aussi un pari sacrément audacieux de dire, bah non seulement on fait table rase du passé, mais on fait également un film qui assume d'être porté, incarné, voire écrit par des icônes du passé. Oui, totalement. Tout en ayant un regard et en tout cas une patte résolument tournée vers l'avenir. Donc toi, tu trouvais qu'il y arrivait plutôt bien ou pas sur ce 2018 ? Pour le coup, oui. Enfin, vraiment, c'est sûrement mon deuxième Halloween préféré de la saga derrière le Carpenter, juste devant le Rob Zombie. Mais enfin, je vous conseille ce film, je vous conseille la trilogie de Gordon Green. Je vous conseille son L'Exorciste, c'est faux. Non, mais on aura sûrement l'occasion également, comme j'ai évoqué, on peut le dire tout de suite, on a comme projet, et on va sûrement le faire, de faire des petites capsules à Gérardmer autour de thèmes, de films, d'envie, qui nous parlent notamment autour des rétrospectives. J'ai parlé de mon rapport à Ouvre les yeux, il y a autour du film de clôture, dont on va parler plus tard, oui. Mais on va sûrement vous faire ça, des formats plus courts, format audio en podcast, mais autour de... Et pour le coup, ce sera des notes très personnelles, mais par exemple pour vous parler de nos rapports à un réalisateur, un film, une œuvre, ou une personnalité du cinéma fantastique qui concerne évidemment Gérardmer, et qu'on pourra vous publier pendant le festival, afin que vous n'ayez pas les oreilles vides pendant ces quelques jours. Et en fait, je crois que je suis Damso, parce qu'en fait, j'ai menti. C'était pas le dernier film de cette rétrospective Ballet Masque, puisque... La transition, elle est rock'n'roll, mon pote. Oui, mais justement, transition avec les nuits, puisqu'on aura une nuit dédiée à Ballet Masque. Alors, Gérardmer font des nuits depuis un moment, notamment ce qu'ils appellent les nuits décalées, qui sont sur les films un peu barrés de la sélection. Là, visiblement, il n'y en a pas assez pour s'en faire une nuit. Donc, ils se sont focus sur les masques. Puisqu'on a donc Dead by Dawn, film polonais de David Toronnet, donc qui est le premier slasher polonais d'ailleurs. Non, parce que le premier giallo polonais. Voilà, parce que Nobody Sleeps in the Wood Tonight est polonais, et les deux sont des slashers. Le premier giallo polonais, my bad. Donc sur une troupe de théâtre qui répète une pièce dans un mystérieux manoir un soir de Noël, lorsqu'un tueur masqué fait son apparition. Ça me fait penser à Bloody Bird. Oui. On dirait un peu ça, mais qui est distribué d'ailleurs par Shadows. Par Shadows, justement, les deux films de la nuit sont distribués par Shadows. Le film sera sûrement disponible sur la plateforme plus tard dans l'année. L'autre étant Night of the Reaper de Brandon Christensen, donc qui avait réalisé Super Host, qui était sorti sur Shadows. Aucun lien avec Hayden. Non. Et donc on suit une babysitter qui se retrouve prise au piège d'un tueur en série. Évidemment qu'on a hâte, un film qui fait penser à Bloody Bird, un film qui fait penser à... Terreur sur la ligne. Ouais, Terreur sur la ligne, enfin bref, n'importe quel film avec une babysitter. Évidemment qu'on a hâte, d'autant plus que les films... Halloween aussi, accessoirement. Voilà. Mais, mon dieu, où ai-je la tête ? Mais d'autant plus que les films programmés lors des nuits sont généralement plus ou moins sur la même longueur d'onde que les films comme je vais y arriver, la séance interdite qu'on pouvait avoir au pif. Donc c'est des films qui ont pour objectif de tenir éveillé, de faire réagir. On sera là, nous serons là évidemment pour cette nuit-là. On sera là. Et alors par contre, une nuit où on ne sera pas, parce que, en l'occurrence, j'ai vu les deux films de cette nuit, et toi tu en as vu un des deux. Et je pourrais rattraper le deuxième lors d'un autre jour du festival. C'est donc La Nuit Blanche, composée de Hold the Fort de William Bagley, dont on vous avait parlé sur l'épisode de l'étrange. Rapidement, qu'est-ce que tu en avais pensé, toi ? J'avais trouvé ça
totalement décérébré, mais totalement réjouissant à voir. Cette espèce de, déjà de déferlement de bestiaire qui est assez réjouissant, franchement, à l'image. Très drôle aussi, c'est ouvertement une comédie. C'est un film qui vous fera dire que vos réunions de copro sont peut-être pas si horribles que ça, vu que vous ne risquez pas de mourir dans les vôtres. Et l'autre film étant Flush de Grégory Morin. Qui était un de nos immenses coups de cœur de l'étrange festival, qui était repassé au pif par ailleurs, qui est l'histoire de cet homme dont la tête se retrouve coincée dans une pissotière. C'est... Un toilette turc. Toilette turc, pardon. C'est vraiment trop bien. Et il ne faut pas se fier à la prémisse possiblement un peu grivoise de son pitch, parce qu'il n'y a qu'une seule blague en dessous de la ceinture pendant le film. Oui. Bref, gros coup de cœur. Et on parlait de meurtre par accident, il y en a un pas mal là-dedans aussi. Exactement. D'ailleurs, le film est distribué par What the Films, donc... Qui a priori, il devrait sortir plus tard dans l'année. Exactement. Et Grégory Morin sera évidemment à Gérardmer pour la séance donc, de la nuit du 31 janvier au 1er février à minuit 30. Super. On passe à la Rétromania. Alors la Rétromania, elle est composée de 4 films. Donc Nosferatu, le fantôme de la nuit, donc Nosferatu the Vampire de Werner Herzog. Film franco-ouest-allemand. Peut-être l'une des meilleures variations autour de ce thème, je trouve. Oui, déjà avec une direction artistique très marquée, très atypique et que j'aime vraiment beaucoup dans ce film. En général, Werner Herzog, sur ça, a toujours eu, je trouve, des choix, a fortiori, des choix très tranchés, mais que je trouve généralement assez séduisants, en tout cas suffisamment marqués pour qu'on les garde en tête longtemps. Ouais, et si vous aimez le Nosferatu de Herzog, je vous conseille Le Vourdalak, d'ailleurs. Oui, effectivement, film français oui. Qui est sorti il y a 2-3 ans. Tu en avais parlé dans le bilan 2023, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a 3 ans maintenant. Et franchement, foncez. On a ensuite The Invitation de Karine Kusama, donc qui avait réalisé... Incroyable film. Je l'ai pas encore vu, mais donc qui avait réalisé Jennifer's Body. On vous renvoie à notre épisode réalisatrice. Oui, c'est vrai, et qui avait également réalisé Girls Fight. Je crois qu'avec... ça, je ne sais pas. Avec l'actrice de Fast and Furious, celle qui joue tout le temps des garçons manqués. Michel Rodriguez. Mais voilà, qui est l'un des meilleurs films de Michel Rodriguez, et qui s'était pas mal cassé la gueule avec également Iron Flux, avec Charlize Theron. Mais The Invitation, excellent film, particulièrement bien écrit. D'ailleurs, ce qui est... Le point de départ du film laisse deviner une suite assez évidente, mais ne vous laissez pas happer par la prétendue simplicité de celui-ci, puisque il y a encore du biscuit à se mettre sous la dent dans le film. Et donc avec, en plus dans le rôle principal, Tom Hardy, son sosie, Logan Marshall Green, qui était l'acteur principal de Upgrade, et qui effectivement ressemble vraiment beaucoup à Tom Hardy. Mais qui est pas un mauvais acteur du tout, hein, qui est vraiment très très bon. Et on finit, on continue avec La Famille Adams de Barry Sonnenfeld. C'est pour toi, ça. Un de mes films préférés, même si je préfère beaucoup la suite. Mais je pense que c'est un film que j'ai beaucoup trop vu et que malheureusement je vois en VF. Donc je pense que je n'irai pas le voir à Gérardmer. Fais gaffe, tu vas te faire suivre par le chroniqueur, par le chroniqueur Instagram. le roumain fou. Le roumain fou. Mais oui, La Famille Adams de Barry Sonnenfeld, évidemment... Excellente comédie fantastique qui a peut-être marqué l'imagerie gothique des années 90 aussi. J'allais dire possiblement le meilleur film de son réalisateur, parce que dans un autre podcast, il y a bien longtemps, on avait fait un épisode sur lui, et il a quand même une filmographie qui est sacrément rock'n'roll, hein, parce que, ok, il a les 3 Men in Black, ça c'est vachement bien, il a les 2 Familles Adams, c'est trop bien, mais alors, alors toi t'aimes bien Wild Wild West, mais tu es un pervers. Oui. Mais, ce qu'il a vraiment... Les autres films qu'il a, c'est globalement calamiteux, hein. C'est globalement très 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 dur. Et on finit enfin, donc tu en avais parlé, The Descent de Neil Marshall. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, film sur lequel il y aura sûrement une capsule, étant donné que moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Pas film que tu adores évidemment. Oui, évidemment. Et alors pour le coup, est-ce qu'on peut aussi décommander fermement la suite ? J'ai pas vu. En fait, le problème de la suite, c'est en fait sur le papier, tout est là pour que ce soit mortel. C'est donc suite de The Descent, choc. Peut-être intergénérationnel, parce que le film, aujourd'hui, on peut le dire, considéré comme important, en tout cas dans le cinéma fantastique, et qui était réalisé par, si je ne dis pas de bêtises, un monteur ou un réalisateur de seconde équipe, mais sur le premier film, et qui était écrit par James Watkins. James Watkins, dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais qui a donc réalisé le chef-d'œuvre traumatisant qui est Eden Lake, et le merveilleux La Dame en Noir, qui est un peu plus décevant Speak No Evil, le remake. Mais donc, tout était là pour que The Descent Part 2 fonctionne. Premier problème, il se base sur la suite américaine, enfin sur la fin américaine. Si vous ne connaissez pas les fins, on ne vous les dévoile pas ici, on en parlera sûrement dans l'épisode bilan de Gérardmer, j'entends, mais qui se base sur la mauvaise fin, en tout cas sur la fin la
plus déceptive, et qui... La plus convenue en plus. Voilà, et qui enchaîne globalement les attendus, les conneries, les bêtises. Là où le premier, sidéré par l'efficacité de sa mise en scène, le deuxième se vautre dans la facilité de celle-ci. Bref, The Descent Part 2, de loin, je pense, une des suites les plus décevantes du cinéma d'horreur, en tout cas parmi les films que j'ai vus. Je le mets juste à côté de Sinister 2 ou de La Dame en Noir 2, par exemple. Putain, Sinister 2, qu'est-ce que c'était nul, j'ai regardé des scènes il y a pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est... Ah Alors que c'est le mec qui a fait Citadel. Ouais, alors c'est le mec qui a fait Citadel, c'est le mec qui a fait Ellie, Netflix. C'était vachement bien, Ellie. Je l'ai pas vu, je l'avais commencé il y a très longtemps, je l'ai jamais fait. Non mais c'est vraiment bien Ellie, et même si je dis pas de bêtises, Karen Foy il a réalisé pour Bly Manor. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bref, continuons. Continuons donc, Neil Marshall qui est mon tremplin tout trouvé pour la section des rencontres de Gérard May. Donc, j'ai très hâte. On arrive. On va commencer donc par celle de Neil Marshall, donc qui sera modérée, donc une masterclass de Neil Marshall modérée par le journaliste Marc Godin, donc rédacteur en chef chez Illimité, donc le magazine des cinémas UGC, et rédacteur en chef adjoint chez Canal+ et CanalSat, et auteur des livres Henri-Georges Clouzot, cinéaste, Gore, Autopsie d'un genre, ou encore Emmanuel. Oh, non, Emmanuel, j'imagine, sur la saga. Sur la fameuse franchise française. Bref, sur la fameuse franchise de films qui parlent de fesses. On enchaîne avec la rencontre L'horreur est ailleurs, donc une table ronde autour du métier de comédien et comédienne dans le cinéma d'horreur, animée donc par l'actrice Claire Arborem, l'acteur Olivier Bordin, l'acteur Gaspard Meyer-Choran, le metteur en scène de théâtre Jérôme Thibault, l'actrice Capucine Velmarie, donc qui a été nommée au César du meilleur sport féminin en 2023 pour le film Le Torrent de Anne Lee, où elle donnait réplique à José Garcia et André Dussolier. Et modération de la table ronde par Éric Libio, donc qui est un ancien rédac-chef adjoint chez Première, ancien rédac-chef du service culture, art et spectacle de l'Express, chroniqueur chez Lire et chez France Inter et auteur des livres le cinéma américain, L'amour ouf, journal intime d'un film, Clint et moi, donc sur Clint Eastwood, et Écran noir, les histoires vraies derrière les films d'horreur. Hâte de ces multiples tables qui, je pense... déjà, celle de Neil Marshall, j'ai une énorme attente dessus parce que c'est quelqu'un qui a, je pense, un regard passionnant sur le cinéma, sur le cinéma d'horreur a fortiori, et en particulier sur le cinéma d'horreur anglais, puisque je ne l'ai pas dit effectivement, mais c'est un anglais qui a démarré Dog Soldiers, The Descent, ça sont des films anglais. Ouais. Dog Soldiers sur The Descent à vérifier. Mais, The Descent, oui, et même The Lair est anglais aussi. Voilà. Et qui avait donc eu son aventure de studio avec Hellboy et Game of Thrones, dont je ne l'ai pas dit, mais il a réalisé parmi les meilleurs épisodes. Et donc sur les tables rondes, très intéressé par ces sujets-là. Et derrière table ronde, donc, qui va commencer par une rencontre avec Joko Anwar. Un réalisateur dont on a déjà parlé sur le bilan 2023, puisqu'il avait fait Satan's Slave 2, Communion, et dont on va reparler dans quelques minutes. Oui. Donc, suivi d'une table ronde sur l'Asie, animée par Angèle Delorme, donc, qui est productrice chez Panorama Films, Aurélien Dirlet, chef du département de coopération et partenariat au CNC, Sonia Lataoui, donc, qui est directrice générale adjointe en charge des contenus chez Media One. Pour faire un bref résumé, Media One, c'est la société des sociétés, c'est-à-dire que c'est la société qui détient Shifumi, donc qui a produit entre autres Golo et Richie, Nishan Nimetre, L'amour ouf, Chapter 2, donc qui a derrière le Comte de Monte Cristo, Plan B derrière Beetlejuice, Wolf, F1, Adolescence ou Le problème à trois corps, Miraculous Corp, donc derrière Miraculous Ladybug, c'est dans le titre, Septembre Productions, donc à qui on doit HPI et son remake US High Potential, ou encore Good Mood, à qui on doit La Agencia, donc le remake espagnol de 10%. Ça m'aurait fait rire qu'il y ait genre Miraculous Corp qu'on doit derrière Miraculous et Hostel 2. Ça m'aurait fait rire. Et table ronde modérée par François Co, journaliste de chez Amad Movies et animateur de l'incroyablissime podcast Discordia, une des nombreuses sources d'inspiration pour ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. Foncez écouter ce qu'il dit, foncez lire ce qu'il écrit, c'est... Voilà, table ronde pour laquelle j'ai une attente qui est que je ne cache pas. Dont la mesure ne peut être mesurée, évidemment. Et donc cette table ronde avec Joko Anwar, cette rencontre avec Joko Anwar se fait dans le cadre donc d'un focus sur ce réalisateur, puisque 5 de ses films seront projetés dans le cadre d'une rétrospective, à savoir du plus vieux au plus récent, Modus Anomaly, Le réveil de la proie. Film qui est pas son meilleur, mais se dire que ça c'est pas son meilleur film, ça va, il a de la marge. Pen Gap 17, donc Satan Slave, donc chef-d'œuvre. Je pense que le premier est un... en fait c'est simple, si vous dites que vous n'avez plus peur au cinéma, voyez Satan Slave 1 et 2. Il y a parmi les jumpscares les plus efficaces que j'ai pu voir récemment. C'est ça, on le résume assez bateautement souvent au Evil Dead indonésien. Un peu à la manière d'un May the Devil Take You. Ouais, ce que je donnerais comme Evil Dead indonésien, c'est plutôt May the Devil Take You, et surtout May the Devil Take You 2, donc les films de Timo Giajanto, l'équivalent frappadingue de Joko Anwar. Pour moi, ce serait
plus James Wan, aussi dans le côté un peu touche à tout que peut avoir Joko Anwar, mais effectivement, si vous voulez flipper, si vous voulez voir un excellent film d'horreur, Satan's Slave 1 et 2, allez-y, d'autant plus que ce sont des remakes de Satan's Slave, mais en fait non, enfin bref, foncez juste sur Satan's Slave, c'est vachement bien. Ensuite, Gundala, donc, qui s'appelle aussi Red Storm en France. Film de super-héros indonésien, Oui. c'est fabuleux. Toi, tu l'as pas encore vu? Non, pas encore. Mais c'est un excellent film de super-héros, et ça prouve que le genre du super-héros n'est pas mort, il faut juste, comme on dit souvent sur d'autres genres, d'autres regards, d'autres idées, d'autres envies, d'autres motifs à exploiter. De l'autre, tout simplement. Voilà, de la nouveauté. Et à nouveau, sur Red Storm, n'ayez pas peur du côté peut-être un peu cheapos du costume. Ouais, les ailes sur la tête et tout, c'est vraiment trop bien, d'autant plus que le film est inscrit par le réalisateur directement dans un folklore, dans un milieu sociétal indonésien. Donc encore une fois, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui, je trouve, donne au film une authenticité absolument remarquable, et qui donc donne d'autant plus d'intensité aux scènes d'action et aux scènes spectaculaires. Oui. Dernière pensée, excuse-moi, sur Gundala, le film s'inscrit également dans le MCU, beaucoup de guillemets, indonésien. Il y a eu d'autres films sortis depuis, alors il y a un film sur une héroïne dont je n'ai plus le nom, excusez-moi, qui sont sortis depuis. Alors le projet n'a pas pris autant d'ampleur que prévu, malheureusement, mais voilà. Soutenez, ça peut marcher, et je n'ai pas de doute que ça peut donner des choses intéressantes. Est-ce que tu as peut-être le nom du film je vais le retrouver, je te laisse continuer. On enchaîne ensuite avec Perempuan Tanah Janman, donc Impetigore dans son titre international. Pour moi, l'un de ses tout meilleurs films. Je trouve ce film absolument exceptionnel. Tu l'as vu ou pas encore? Je l'ai vu en 2021, janvier 2021, figure-toi, parce que quand j'étais au podcast de la nuit, un vieux podcast d'une vie antérieure, l'un de nos membres avait pu avoir une invitation, un accès en fait, au film de Gérard May online. Oui, pendant le Covid. Pendant le Covid, exactement, donc tout se faisait à distance, et Impetigore faisait partie de la sélection, j'ai pu le voir comme ça, aux côtés d'autres films de cette sélection, que je pense notamment à La Nuée, à Teddy, à Slacks, Pour vous donner une idée, généralement, du niveau de qualité des présentes sélections de Gérard May, on n'est pas sur du petit film. C'est ça. D'ailleurs, je crois que c'était l'année où énormément de films français avaient été primés, parce que, si je dis pas de bêtises, Gérard May 2021... c'est donc au-delà de Possessor de Cronenberg, Brandon. C'est La Nuée de Juste Philippot qui a le prix du public, et Teddy qui a le prix du jury. Film belge pour le coup, Teddy, si je ne dis pas de bêtises. Franco-belge, je crois. Ouais. Ça se passe quand même dans le sud de la France. Effectivement. Et je viens de retrouver le nom du film dont je parlais juste avant, qui se déroule dans le même univers que Gundala, qui est Sri Asi, et qui est donc sorti en 2022, et qui, de ce que j'en sais, n'a pas eu le même succès. Ok. Et enfin, dernier film du focus Joko Anwar, Grave Torture, Siska Kubrur, donc film indonésien encore une fois. Remake de son propre court-métrage éponyme sorti en 2012. Pas son meilleur film, mais je pense qu'il peut faire son effet en salle, et a fortiori avec un public de festival. Bref, que du bon, mais voyez les films de Joko Anwar, voyez du cinéma indonésien, c'est là-bas qu'il y a parmi les meilleurs films fantastiques qui sortent. Enfin, fantastique, action, horreur, allez-y, c'est parmi les meilleurs. On vous a parlé de Giajanto beaucoup, on vous a parlé de Gareth Evans. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'épisode. Faudrait que je trouve un moyen de. Un peu au forceps, mais c'est tellement bourrin qui rentrerait As Night Comes For Us. Oui. Et qui a. On a déjà parlé, mais on remet une couche parce que c'est quand même vachement bien. The Shadow Strays, qui était sorti l'année dernière sur Netflix, qui est un chef-d'œuvre, et je le pense très sincèrement pour l'avoir revu. C'est l'année d'avant, je crois, maintenant qu'on est en janvier. Oui, effectivement, l'année d'avant, pardon. Mais également. Qui a annoncé donc The Shadow Strays 2, qui va sortir, qui déroule dans le même univers que The Night Comes For Us. L'ombre rebelle en français. L'ombre rebelle, effectivement. Peut-être que la meilleure adaptation de Mortal Kombat, The Night Comes For Us, aura un jour une suite, peut-être, on espère. On a fini pour les films, du moins jusqu'au film de clôture, mais attardons-nous maintenant sur un peu les à côté, parce que Gérard May, c'était pas que des films, c'est aussi des petites expositions. Et donc il y a plusieurs expos, notamment l'Espace Fantastique, qui est donc un espace dédié à des petits stands. Donc on aura la boutique officielle du festival, on aura le studio de radio de Vosges FM, on aura aussi Emma Globin et Nina Hoy, donc qui font des illustrations et des gravures, les Mignonstres, qui auront un petit stand là-bas, donc qui est une femme qui fait des petites figurines en crochet. Je la suis sur les réseaux, c'est ouais, moi aussi, c'est adorable ce qu'elle fait. La quatrième dimension, donc, qui vend des figurines. Au Grand Gnome, qui vend des jeux, toutes sortes de jeux, donc figurines, cartes, JDR. Un centre de tatouage qui s'appelle Rorschach. Je prends. Les Échos du Rock, donc qui vendent des t-shirts, des Blu-ray, des DVD, des résines, des vinyles, des CD. Hell yeah!
C'est pour moi, ça. Cinémania 88, donc ils vendent des affiches, des DVD, des livres et des figurines. L'école Terra de Nancy, donc qui est une école dédiée au bien-être et à la beauté. Soit, pourquoi pas. Shadow Side Seeing, donc qui fait des gravures sur verre, des impressions sur papier. Imagest, donc qui restaure des films de famille. Bizarre Baz Art, donc ambiance fantastique et ésotérique. Teddy Bellino, donc réalisation de dessins de personnages au stylo bic. Et enfin le Massif des Vosges, un collectif qui donc accueillera les spectateurs de Gérard May. Pourquoi pas. On aura une expo dédiée à la bande dessinée en partenariat avec Dupuis et qui accueillera Arthur Despins, donc derrière sa dernière BD Night Club, Knight comme chevalier, et qui est derrière évidemment l'immense Zombilenium. Oui, qui était un film sorti il y a quelques années maintenant, mais qui était vraiment Du coup, film qu'il a réalisé, adapté de sa propre BD. Ok. Elle aussi sortie chez Dupuis, si je ne m'abuse. Et on aura enfin aussi une exposition sur les arts plastiques avec donc de la photographie, des dessins et des illustrations, des sculptures et de la littérature, avec notamment Éric Libio, donc qui est celui qui modère la table ronde sur l'horreur est ailleurs. D'accord. Et on aura aussi une petite expo sur les masques, donc qui s'appelle Face à l'horreur, les masques dans le cinéma. Bah, qui j'imagine est dans la continuité de la rétrospective Les Masques dont on vous a parlé il y a quelques minutes. Exactement. Il y aura aussi quelques animations en ville. Alors je vais pas tout détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais ouais, ça va commencer à faire. C'est ça. Il y aura... la ville se mobilise autour du festival. C'est ça. Il y aura une murder party, une zombie walk, un mur entier de la ville dédié à toutes les éditions de Gérard May. Oh. En tag, tout ça. Il y aura des confiseries, des jeux de pistes. Toutes sortes d'animations aussi diverses que variées. Et pour tout âge, il y en a pour les enfants. Et qui promettent d'encadrer le festival dans les meilleures conditions et de proposer une continuité à la salle directement dans la rue. C'est ça. Et pour finir, le dernier endroit hors cinéma où se déroulera Gérard May, ce sera le théâtre, puisque la pièce Le Faiseur de monstres sera en toute clôture du festival. C'est ça, donc qui est une pièce de 1929 à la base, écrite par Max Moret, Charles Hellem et Paul Destock, et qui est globalement une espèce d'archétype de la pièce de Grand Guignol. Donc pourquoi pas, on vous renvoie d'ailleurs à l'épisode étrange où je vous parlais de la projection dédiée au Grand Guignol, le ciné-concert dédié au Grand Guignol. Représentation proposée par la compagnie Décors et des Voix de Jérôme Thibault, qui est donc un intervenant de la table ronde L'horreur est ailleurs. Encore une fois, tout se recoupe, et on finit évidemment par le film de clôture. Voilà, alors, on vous avait un peu sous-entendu, au cours de notre dernier épisode, comme nous allons le voir, Christophe Gans, qui revient enfin au cinéma après tant d'années de galères, d'échecs, de relances, d'incertitudes, avec la suite de ce qui est possiblement un de ses tout meilleurs films, possiblement une des meilleures adaptations de jeux vidéo, avec Retour à Silent Hill. Donc voilà, Retour à Silent Hill, donc, de Christophe Gans. Pareil, proposé en hors compétition comme le film d'ouverture. Send Help. C'est ça. Donc sur un homme qui retourne à Silent Hill pour retrouver son grand amour, mais la ville n'est plus ce qu'elle était, c'est devenu un véritable cauchemar. Beaucoup de hâte, un tout petit peu d'inquiétude au fur et à mesure que le temps passe, mais beaucoup d'envie d'aimer le film, quel que soit le résultat. Donc nous serons là, et nous serons là aux aguets pour voir ça. Pour voir ce que Christophe Gans aura réussi à accomplir 20 ans après la sortie du premier film. C'est ça, sachant que du coup... Qui déjà, d'ailleurs, rappelons-le, mais à son époque, avait beaucoup surpris, parce que c'était l'une des premières adaptations de jeux vidéo qui n'était pas infernale à regarder pour le grand public. Et moi qui viens de commencer à jouer à Silent Hill... Bien joué, Silent Hill. C'est trop bien, c'est trop bien. Non, mais c'est peut-être l'un des univers vidéoludiques, je trouve, les plus riches, les plus intéressants, les plus impactants et les plus importants qu'il y ait dans ce merveilleux médium. Donc pour le coup, je suis très impatient de voir ça, d'autant que l'une des réussites du premier Silent Hill, quoi qu'on pense du film, était son esthétique et sa musique. Totalement. Puisque Akira Yamaoka participait, compositeur légendaire des musiques des jeux originaux, participait à la fabrication de ce film. Rappelons qu'il a été rappelé sur Silent Hill 2 Révélation pour une musique, et je crois d'ailleurs que c'est le générique de fin. Bref, donc je crois que c'est à peu près l'équipe originale qui est recomposée pour... si je ne me trompe pas, mais qui est recomposée pour ce retour à Silent Hill, information à vérifier évidemment. Donc... Il y aura Boromir ? Comment ? Il y aura Boromir ? J'espère pas pour le coup. Et bref, beaucoup d'attentes pour ce film de clôture. Sachant que évidemment Christophe Gans sera présent pour ce film, puisque il sera projeté donc le 31 janvier à 19h, sachant aussi, si vous voulez, cher public parisien, que
Le film sera proposé l'avant-veille, si je dis pas de bêtises, Effectivement. au Grand Rex, en présence de Christophe Gans, qui a aussi d'autres avant-premières en Ile-de-France et en France. C'est ça le film fait une grosse tournée des cinémas en France. Allez sur la page Instagram de Métropolitane qui parle du film et de sa distribution. Et s'il vous plaît, soutenez ce film-là. Parce que ce n'est pas une immense licence de cinéma. On pourrait même dire que c'en est pas une, c'en est pas une dans le sens où on entend de hégémonie toute puissante et commerciale sur ça. Parce que Silent Hill au cinéma, c'est quoi? C'est un film il y a 20 ans qui était vite fait rentable. Une suite catastrophique au possible qui se trimballe la réputation à juste titre d'être une des pires adaptations de jeux vidéo avec Silent Hill Révélation 3D. Bref, soutenez ce film. C'est un film de Christophe Gans, qui est un réalisateur rare, qui est un réalisateur précieux. Il faut répondre présent pour ce type de proposition qui, on l'espère, sera aussi qualitatif que le premier et qui promet un autre regard sur le jeu vidéo au cinéma. Merci beaucoup, c'était tout. Ah bah. Bref, voilà, c'était cet épisode un peu court pour vous parler de ce merveilleux festival qu'est Gérardmer, que nous sommes évidemment impatients, fiers, heureux et euphoriques à l'idée de couvrir. Donc c'est du 27 au 1er février, nous ne l'avions pas dit. Ah oui, et pour Christophe Gans aussi, on vous renvoie évidemment à l'épisode Hong Kong. Oui, on avait parlé de lui parce qu'il est évidemment derrière la collection, l'immense collection HK qui a servi... HK Vidéo et derrière HK Magazine. Oui, qui a servi à importer la culture hongkongaise en France, enfin du moins un certain cinéma hongkongais. Et bon, on le remerciera jamais assez pour ça. C'est une personnalité importante de ce cinéma-là, une personnalité en tout cas... influente, surtout qui a permis d'amener nombre d'images devant nos yeux ébahis. Bref, encore une fois, un immense merci au Festival de Gérardmer de nous donner cette occasion. Immense merci à vous de nous donner cette importance qui nous donne cette occasion par la suite. Beaucoup. Et évidemment, soyez là pendant le festival, on va faire tout plein de formats, des formats courts, des formats plus longs, on va vous faire un suivi sur les réseaux, il y aura des formats audio qui sortiront également. J'essaierai de mon côté de saisir ma plume pour essayer de sortir également des formats écrits pour assurer le suivi sur ce festival-là. Bref, tellement de choses qui vont arriver. Évidemment, soyez là, et encore une fois, merci à vous, bonne écoute, et on se retrouve alors que vous écouterez ce podcast dans quelques jours à peine, puisque dans 2-3 jours après que l'épisode soit sorti, nous serons à Gérardmer, vous aurez déjà les premiers retours.